Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de cinéma ou de jeux vidéo. Enfin, un peu les deux en même temps, quoi. Salut tout le monde, c'est Lizofy et bienvenue dans cette vidéo où je vais parler de films, de séries, de jeux vidéo, je sais plus au final. Parce que oui, depuis un certain temps, il y a quand même ce fameux débat de est-ce que le jeu vidéo est pas en train de se cinématiser, ou est-ce que les films, ou même plutôt les séries, sont pas en train de devenir des jeux vidéo? Moi, je suis plutôt de ceux qui pensent qu'on peut faire cohabiter les deux sans problème. Et notamment, de toute façon, un film ne sera jamais un jeu vidéo et un jeu vidéo ne sera jamais totalement un film non plus. Parce qu'aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'une de mes séries de jeux préférés, enfin plutôt, je dirais, un de mes jeux préférés, notamment Life is Strange. Aujourd'hui, en fait, on va parler de Life is Strange, de Life is Strange Before the Storm et de Life is Strange 2. Oui, je sais, je vous ai déjà parlé de Life is Strange 2 dans une autre vidéo qui est par ici, mais j'avais envie d'aller un petit peu plus loin en expliquant pourquoi je trouvais que Life is Strange était une série de jeux vidéo qui était très forte en mise en scène, et ce pourquoi on doit quand même les considérer un petit peu comme des réalisateurs. Enfin bref, pourquoi ce ne sont pas que des jeux vidéo. Et aussi d'ailleurs, pourquoi ce sont des jeux vidéo. On va faire simplement dans l'ordre chronologique dans lequel ils sont sortis. On va commencer par Life is Strange. Life is Strange, je l'ai découvert à l'époque grâce à Atomium qui avait fait une petite vidéo test du jeu. Et j'avais été touché par la mécanique de jeu, tout simplement, qui était de revenir dans le temps, etc. Sauf que ce que je me rendais pas compte, c'est que le jeu en fait était bien plus que ça. Les jeux Life is Strange, on va pas se mentir, on les achète pas du tout pour le gameplay. Ce ne sont pas des jeux que vous allez acheter pour jouer, mais c'est des jeux que vous allez acheter pour regarder, ou en tout cas pour interagir un minimum, mais c'est tout. Et cette vidéo, je vous le dis tout de suite, c'est une vidéo qui s'adresse aux gens qui ont joué à Life is Strange, parce qu'on va spoiler, parce que notamment, si je veux parler notamment de ce qui me plaît dans Life is Strange, eh bien je vais devoir parler de ce qu'on y trouve. Et donc, faites le jeu avant de voir cette vidéo, et si vous voulez juste vous intéresser à ce que propose Life is Strange en termes de mise en scène, etc., que vous n'avez pas forcément envie de faire le jeu, eh bien restez et je vais vous expliquer un peu tout ça et surtout mon point de vue autour de tout ça. Life is Strange, ce sont des jeux de Dontnod et il y en a deux qui ont été faits par l'équipe de Dontnod et un par l'équipe de Deck9 Games, et c'est Before the Storm et on en parlera tout à l'heure. Life is Strange, mon approche que j'avais eue à l'époque, c'est que je l'ai fait avec ma copine en même temps, on jouait en même temps un peu au jeu, et j'avais la manette en main, enfin plutôt le clavier sans fil devant ma télé, etc. Et puis on fait les épisodes, on trouve ça sympathique, on trouve que l'évolution et surtout les enjeux de Life is Strange 1 sont assez dingues. On voit cette fameuse tornade dès le début du jeu, et puis après tu te rends compte que potentiellement c'est peut-être à cause de toi que la tornade arrive. Eh bien voilà, il y a de gros enjeux quand même autour de l'histoire. On suit un personnage qui nous ressemble, un personnage très touchant, très proche de nous, et c'est pour ça que le personnage est très très fort. Si Chloé était le personnage principal, ça aurait beaucoup moins bien marché. Oui, ça tacle déjà Before the Storm, je sais. Bref, Life is Strange est très fort pour ce genre de choses, pour les personnages qui sont très attachants, pour l'intrigue qui évolue d'une manière assez dingue, on en parlera tout à l'heure, mais surtout j'aimerais parler d'un aspect de Life is Strange que je trouve très très fort et très incroyable, que je ne retrouve dans aucun film, aucune série. C'est sa mise en scène si belle, si contemplative, une ambiance si douce, si apaisante, avec ses couleurs à la Golden Hour quasiment en permanence, c'est vrai, mais c'est doux, c'est apaisant, c'est propre, c'est classe même parfois, et notamment pour quelques petites scènes qui sont, je trouve, assez dingue, c'est ces fameux moments où vous avez juste la possibilité de vous asseoir et le jeu vous propose différents plans, comme ça, différents plans de l'environnement, avec une musique douce, une musique qui vous emporte peut-être dans un moment un petit peu onirique,
une ambiance parfois un petit peu de forêt, avec ces fameux arbres qui bougent, avec ces animaux aussi que vous voyez. Ces moments où vous pouvez juste vous poser et contempler l'environnement qui vous entoure. Et ça, c'est dans les 3 jeux. Alors, pour le coup, je dis dans les 3 jeux, mais dans Before the Storm, c'est beaucoup moins le cas. Mais je sais que notamment dans Life is Strange 2, il y a une de ces scènes juste contemplatives où je me suis dit « Waouh, le jeu, tu m'as eu, tu m'as complètement eu ». C'est ce genre de scène que je ne retrouve absolument pas dans le cinéma, que je ne retrouve absolument pas dans n'importe quelle série, et je pense que c'est beaucoup dû au fait aussi d'ailleurs que ce soit un jeu vidéo. Car dans un jeu vidéo, on joue, on se déplace, etc. Alors vous allez me dire, c'est pas le jeu où on se déplace le plus, où on a le plus d'interactions possible, mais quand même, on fait quelque chose quand on joue à un jeu vidéo. Et ces fameux moments où juste vous vous posez ou vous regardez, c'est un peu souffle. Laisse retomber la pression et voilà, regarde ce qu'il y a autour de toi, profite un peu de ce que tu as autour de toi. Est-ce que c'est une critique au cinéma de Nolan ? Pardon. Non, en fait, je m'en bats les couilles. Life is Strange est très fort pour ce genre de choses. Life is Strange est très fort parce que le peu d'interaction que vous y faites est important. Et d'ailleurs, justement, on va parler de cette fameuse notion d'importance du choix. Les gens qui pensent qu'un bon jeu à choix, c'est un jeu qui vous propose 10 fins, c'est que vous n'avez absolument rien compris à l'intention qu'ont ces jeux envers vous. À quoi sert l'interaction, à quoi servent les choix dans un Life is Strange ou même dans un, je sais pas, dans un Heavy Rain ou encore les Telltale, etc. Les choix servent à vous impliquer dans l'histoire. Car dans un film, vous êtes spectateur et le film vous propose une trame en particulier. Et même si il n'y a pas forcément de trame très différente si vous faites un choix dans un jeu vidéo, le fait que ce soit vous qui fassiez le choix, votre cerveau interprète que c'est à cause de vous que le jeu va dans un sens. Et c'est vraiment comme ça que le jeu est prévu. C'est-à-dire qu'il prévoit quelques fins, c'est vrai, mais en réalité, il y a toujours une vraie fin, et notamment dans Life is Strange, un peu moins dans Life is Strange 2 malheureusement, mais dans Life is Strange 1, il y a une vraie fin, et l'autre fin, heureusement qu'il y a le comics qui est sorti récemment, qui continue l'histoire, parce que c'est vrai que cette deuxième fin de Life is Strange est quand même assez plate. Je vais m'expliquer. La vraie fin pour moi de Life is Strange, c'est la fin où on sacrifie Chloé. Parce que ça se ressent au niveau de la mise en scène. Il y a toute cette musique qui est en crescendo et qui te fait comprendre que ton choix, c'était le bon, même s'il était triste, c'était celui-ci que tu devais faire. L'enchaînement de plans, toute l'arrivée au cimetière, tout ce genre de choses. Et puis, si vous faites la fin où vous décidez de garder Chloé et de tuer tout le monde, eh ben, vous avez 2-3 plans de la ville détruits, Chloé et Max qui sont dans la voiture et qui sont contents d'être dans une voiture. Ouais, ah là 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 la flemmardise. Alors après, ce qui est très paradoxal, c'est que Dontnod a voulu se servir de cette fin pour ajouter un easter egg dans Life is Strange 2. Ah, c'est très très bizarre, moi je trouve, d'avoir fait cette fin comme ça, mais bon, à la limite, pourquoi pas. Donc les choix dans les jeux Life is Strange, ou même dans beaucoup d'autres jeux à choix, le but n'est pas de vous proposer plusieurs fins. Le but est de vous amener quelque part en vous, entre guillemets, en vous faisant culpabiliser de vos choix. Et Life is Strange est très fort pour ça. Parce que vous ayez choisi un embranchement ou un autre, ça va pas forcément changer la trame principale de l'histoire. Par contre, le comportement des personnages vont être très changés et ça se ressent beaucoup et vous vous sentez coupable, etc., etc. Et Life is Strange, pour moi, c'est le plus fort là-dedans. Walking Dead est pas mal là-dedans aussi. Walking Dead saison 2, notamment, était très fort pour ça. La saison 1 aussi, hein. Walking Dead saison 1 reste un très bon jeu pour ça. Mais je voulais pas parler de Walking Dead parce que pour moi, Walking Dead a pas la force de Life is Strange en termes de puissance des choix et de mise en scène. Il est très fort dans son intrigue, hein. Je trouve que c'est très très bien écrit, Walking Dead, mais Life is Strange pour moi reste un exemple au niveau de la mise en scène, etc. Et Life is Strange 1, c'est aussi beaucoup de scènes hyper marquantes et qui font mal. Parce que, notamment, la fin de l'épisode 3 et la fin de l'épisode 4,
sont déchirantes à souhait. Pour rappel, la fin de l'épisode 3, c'est Chloé dans un fauteuil roulant. Quand vous revenez dans le passé, que vous sauvez le père de Chloé et que vous vous dites « Ouah, super, je me retrouve dans un autre monde où quand même, il y a Rebecca qui est amie avec moi, ok, c'est bizarre, mais pourquoi pas ?» Et puis, après, vous arrivez à la maison de Chloé, vous ouvrez, le père est là, vous faites « Oh, oui, ce que j'ai fait n'a pas servi à rien !» Et puis, il appelle Chloé, et puis ce fameux plan où vous voyez qu'une silhouette se déplaçait en fauteuil roulant, et vous voyez que Max en train d'avoir peur devant votre écran, enfin en tout cas d'être choqué par ce qu'elle voit, et puis on voit Chloé juste heureuse et souriante, et nous on est là. Oh l'enfoiré de jeu. C'est vraiment une scène où je me suis fait mais non, mais ils peuvent pas faire ça dans un jeu, c'est impossible de se dire ça quoi, c'est pas possible. Alors peut-être qu'il y a des gens qui sont très habitués à plein de scénarios différents et qui vont dire oh, je l'ai vu venir, c'est bon, ça allait être elle qui allait machin. Non, ça marche très bien, c'est très bien amené, on s'y attend pas. Et je suis sûr que je suis pas le seul dans ce cas-là, je suis sûr que je fais partie de ces gens à qui ça a beaucoup choqué, où je suis allé sur internet pour aller voir comment les gens ont réagi à cette scène, parce que juste c'est dingue. Et puis surtout, évidemment, Life is Strange est accompagné d'une musique qui embellit toutes les scènes. Enfin vraiment, la scène où Chloé arrive en fauteuil roulant, c'est une scène mélancolique, enfin c'est une musique mélancolique mais joyeuse à la fois, et tu fais « Oh non !» Et puis, évidemment, la fin de l'épisode 4. La fin de l'épisode 4 avec ce fameux tueur qui est dévoilé, ce fameux tueur en série, enfin plutôt juste ce tueur qui est dévoilé et qui quand même a pas mal choqué de gens, et je suis certain de ne pas être le seul qui ne s'y attendait pas vraiment, ou pas du tout même. C'est un jeu qui est très bien écrit pour ça, je trouve, c'est très très bien amené, et surtout qui donne de très bonnes raisons de croire à son scénario, et qui est du coup très sincère dans ce qu'il nous montre. Et puis ce coup de feu justement, à ce moment-là, ce coup de feu où tout va très très vite, on veut remonter dans le temps et puis là, ça part à une vitesse et on se dit « Oh non !» Bref, Life is Strange, c'est un ensemble de très bonnes idées, une très bonne fin quand on choisit la bonne fin, parce que moi j'ai choisi la mauvaise malheureusement. Et ses musiques et son ambiance, bref, tout est absolument génial, tout est absolument merveilleux, et je pense que beaucoup de gens peuvent se reconnaître dans ce jeu. Alors après, il y a des gens, j'en connais un de mon entourage qui au contraire n'a pas aimé le jeu, notamment à cause du personnage de Chloé qui est trop, et je peux comprendre. Moi-même, je suis pas forcément très fan des personnages comme Chloé, et heureusement que ce n'était pas le personnage principal, comme je le disais. Et justement, dans Life is Strange Before the Storm, le personnage principal, c'est Chloé. Et déjà, il y a plusieurs problèmes avec ce jeu-là. Tout d'abord, on a voulu mettre une ambiance beaucoup plus rock, beaucoup plus rentre-dedans dans ce jeu, qui n'est pas forcément mal en soi, mais du coup, on perd un peu de l'ambiance toute douce et belle de Life is Strange qui faisait sa force. Le second problème, c'est que Chloé est le personnage principal, et que même si c'est une préquelle et que donc ce n'est pas la Chloé d'après, eh bien elle a quand même un petit peu ce début de caractère un petit peu pénible, et du coup c'est un peu gênant pour ce genre de choses. Le troisième point, c'est que il n'y a plus d'enjeu, notamment le seul enjeu, c'est que voilà, il faut comprendre pourquoi Rachel est très énervée contre son père et qui est cette fameuse femme mystérieuse, mais bref, c'est une histoire de vie assez banale, j'ai envie de dire, et l'absence évidemment de surnaturel qui fait la force de Life is Strange, parce que le nom Life is Strange n'est pas là pour rien. Life is Strange, c'est un ensemble de scènes très réalistes avec une pointe de fantastique. Et clairement, la mécanique avec le bon choix des mots, des insultes, etc., ouais, c'est pas hyper palpitant, ça nous tient pas tout le long du jeu, c'est pas dingue. Mais j'aimerais vous parler quand même de ce jeu pour une chose, c'est que Life is Strange Before the Storm est sauvé non pas par son jeu lui-même, mais par son DLC. Le DLC de Before the Storm qui s'appelle Farewell, je crois, ou en tout cas un truc avec Colors peut-être sinon,
eh bien c'est un épisode qui sauve complètement cet opus et pourtant qui n'a rien à voir avec l'opus plus ou moins. Il s'agit d'une préquelle avec Max et Chloé. Donc on retrouve Max, mais c'est pas tant ça qui est important. Ce qui est vraiment cool avec ce DLC, c'est que on retrouve l'ambiance très joyeuse, très jolie de Life is Strange, et qui surtout a cette fameuse fin mémorable où Max a laissé un message à Chloé après que son père soit mort et que surtout Max s'enfuit pour aller ailleurs. Eh bien, cette scène, il y a juste un travelling tranquille vers Chloé, mais le message est de plus en plus poignant. Et Chloé, on la voit de plus en plus s'effondrer et complètement perdre le contrôle, à pleurer de plus en plus. Et cette scène est si forte, la musique, l'ambiance, le choix des dialogues, et puis, entre guillemets, le jeu d'acteur en soi, puisqu'il me semble que c'est de la motion capture dans Life is Strange. Eh bien, ça marche, ça fonctionne, c'est puissant, et je sauverai Before the Storm pour ce DLC, pour cet épisode bonus, qui est très fort en émotion, qui est très puissant, qui est le genre de scène d'ailleurs qu'on adore dans Life is Strange, ces fameux moments très insouciants qui s'enchaînent par quelque chose de finalement assez dramatique. Et on va parler maintenant de ce jeu qui est Life is Strange 2 et où j'ai pas mal de choses à dire. Parce que je vous parlais de scènes insouciantes où il y a un élément un peu dramatique ou fantastique qui arrive, Life is Strange 2 fait partie de ces jeux, enfin en tout cas fait partie de ces fameux moments de Life is Strange qui sont géniaux. Life is Strange 2, ça fait un moment que je l'ai dans ma bibliothèque de jeux à faire et je l'ai fait il n'y a pas si longtemps que ça, c'est pour ça qu'il y avait une vidéo dessus. Et Life is Strange 2, j'avais beaucoup à en dire parce que je trouve que le jeu aurait pu être génial, mais a complètement raté le coche. Déjà, pourquoi il est très bon? Déjà, si vous faites le premier épisode, vous avez compris pourquoi le jeu était bon. Parce que le jeu vous met dans une ambiance très écolier, très lycéen au début, avec un personnage qui juste cherche à flirter avec une fille, et il y a cet enchaînement avec ce fameux moment où votre frère fait exploser un petit peu tout partout, et cette scène est juste incroyable. On avait beau savoir que c'était la scène tout au début du jeu, parce qu'on commence avec une scène tout au début du jeu avec une caméra frontale sur le tableau de bord du policier, et on voit que tout explose et on comprend pas trop pourquoi. Eh bien, même si on sait que cette scène arrive, il y a quand même cette montée en tension avec le policier qui est là, bougez pas, vous avez tué l'autre, alors que juste c'était un accident, il s'est tombé et puis tout s'enflamme, et puis il y a une critique des Mexicains et c'est pour ça que justement le policier il se méfie, etc. Et puis boum, tout explose et on comprend pas trop ce qui s'est passé. Et après, du coup, tout un enchaînement de choses qui se font avec le personnage principal qui s'enfuit avec son frère, notamment parce que il a peur de parler aux policiers, parce que justement un des messages du jeu, c'est le racisme, notamment envers les Mexicains aux États-Unis, qui est quand même très très présent, qui est un sujet quand même qui se retrouve beaucoup, et notamment il dit je ne veux pas y retourner parce qu'ils ne me croiront jamais. Et toute cette scène où le personnage est complètement affolé et emmène son frère et fait en sorte qu'ils s'enfuient tous ensemble, encore une fois, c'est l'apparition de tout ce qu'on aime dans Life is Strange, avec ces fameux moments où la scène monte en tension pour juste une altercation à la con, et puis avec sa musique qui fait tout péter et qui nous emporte complètement. Bref, l'épisode 1 de Life is Strange, enfin en tout cas cette première heure, nous met une grosse claque dès le début. Et puis le jeu s'enchaîne avec un petit moment dans les bois avec votre frère, et puis ces fameux moments, comme je vous ai dit, où vous vous posez juste et vous regardez tout ce qu'il y a autour de vous. Et celui-là déjà il est très beau, mais celui qui m'a le plus touché, c'est quand votre frère s'assied en haut du rocher et que vous le rejoignez, vous parlez, après on vous propose justement une de ces fameuses scènes juste de contemplation. Et c'est cette scène de contemplation qui m'a
lâcher une petite larme. Parce qu'à ce moment-là, en fait, on a tout ce moment où le personnage a tout en lui à se dire, est-ce que je dis à mon frère ce qui s'est passé? Est-ce que je dis pas ce qui s'est passé? Je ne sais pas ce que je vais faire. On va sûrement jamais revenir à notre vie d'avant. Bref, c'est très compliqué les choix du personnage et c'est pour ça qu'à ce moment-là, j'ai lâché ma petite larme parce qu'il y a un côté contemplatif et triste qui se dessine dans cette scène qui est juste merveilleux. Mais Life is Strange 2, pour moi, il a deux gros problèmes. Déjà, qu'est-ce qui vous est passé par la tête, Dontnod, à allonger la durée de vie du jeu à ce point-là? Chaque épisode fait entre 3 et 4 heures. C'est insupportable. Moi, je voyais dans Life is Strange, dans n'importe quel jeu à histoire, un épisode comme environ 2 heures et donc environ un film sur lequel vous vous posez devant. Là, franchement, c'est trop long. C'est beaucoup trop long. Il y a un problème de rythme dans Life is Strange 2 qui est assez fort. Et quand je dis problème de rythme, c'est dans pas mal de tous ces épisodes. On a l'épisode 1 qui monte comme ça, et puis après, bon, ça descend. Et puis, ouais, il y a la fin avec le personnage de l'enfant qui éclate un peu ses pouvoirs. Ok, mais franchement, c'est pas exceptionnel. L'épisode 2 où on voit la famille et où il n'y a pas vraiment de scène grandiloquente, ou peut-être à la fin avec le fameux moment où peut-être si vous avez eu ce moment-là, où Captain Spirit, ou plutôt le petit enfant, se fait renverser par la voiture et là on fait « Oh merde, je crois que j'ai fait une connerie ». Mais sinon, pas grand-chose quoi. L'épisode 3 avec les fameux Jones, où vous vous retrouvez dans une bande, où vous vous retrouvez pas forcément parce que justement on n'est pas avec des personnages comme Max qui étaient en marge, qui étaient complètement différents des personnes normales, et c'est pour ça que moi je me retrouvais beaucoup devant, parce que moi j'étais pas de ces gens qui fumaient de la weed, qui buvaient de l'alcool, etc. Moi je suis pas du tout comme ça. C'est pour ça que j'ai beaucoup apprécié le personnage de Max, et c'est pour ça que j'aime pas du tout ce qu'on nous montre dans Life is Strange 2, à savoir des Jones qui sont là, ouais cool, machin, etc. Ouais, moi c'est vraiment pas mon truc. D'ailleurs je crois qu'il y a beaucoup de choix que je n'ai pas fait dans le jeu, parce que juste éthiquement ce n'est pas mon truc. Notamment le personnage, il y a plein de moments où on lui propose de fumer, et en fait il y a plein de moments où j'ai dit non. Et il y a des moments où juste on ne vous propose pas, et juste le personnage se dit je vais fumer une clope dehors. Et je suis là, non, juste non, laissez-moi ne pas être comme ça. Puis on lui propose de boire, de fumer un joint, etc. On lui propose même de se faire un tatouage, on lui propose d'embrasser telle ou telle personne, qui est un sujet que je vais parler juste après, et ça va être très épineux à parler. Bref, tout cet épisode 3, je l'ai pas beaucoup aimé parce que je le trouvais pas très intéressant et avec des personnages que je n'appréciais pas vraiment du tout. Même si la fin de cet épisode est quand même fort, avec votre frère qui vous blesse en essayant de vous sauver malheureusement, eh bien ouais, elle est quand même assez forte cette scène. Et puis on a l'épisode 4 qui est juste chiant. En vrai, on se fait chier dans cet épisode, on retrouve notre mère, mais voilà, aucune émotion dans cette scène. Il n'y a rien qui est amené, rien du tout. Et même après, il n'y a rien qui est amené. Et puis même cette scène où il essaie de convaincre que vous essayez de convaincre votre petit frère de revenir, où vous essayez de vous relever en appuyant parce que l'endroit brûle et tout. Ouais, ça marche pas, ça marche juste pas. Et puis il y a l'épisode final qui est une bonne idée en soi, mais j'ai trouvé que proposer 4 fins différentes, c'était peut-être pas la meilleure manière de terminer le jeu. Parce que oui, dans Life is Strange 2, ils ont proposé 4 fins différentes, et le problème, c'est qu'elles sont toutes bien mises en scène, et du coup, on n'a pas cette impression, justement, comme je le disais dans Life is Strange 1, qui est une vraie histoire de prévu. On a quand même 2 fins possibles en Mexique et 2 fins possibles à l'endroit de base, en Amérique, je me perds complètement. Bref, pour moi, le jeu ne marche pas en termes de rythme, en termes de scénario, etc. Mais surtout aussi dans Life is Strange 2, il y a ce problème de l'enjeu. Il y a ce problème que dans Life is Strange 1, ce qui était cool, c'est ce côté, t'as un pouvoir, mais si tu l'utilises, tous les gens que tu connais vont mourir, sauf la personne que tu as sauvée avec ce pouvoir.
Et que si vous faites le mauvais choix, à savoir tuer tout le monde et garder Chloé avec vous, eh bien il y a l'histoire du comics qui s'enchaîne juste après et qui peut être assez intéressant, mais comme pour le moment ils n'ont pas fini l'histoire, eh bien je peux pas trop vous en dire. Alors que dans Life is Strange 2, l'enjeu c'est, ouais, on doit aller au Mexique quoi. Et votre frère, il a un pouvoir et il n'a pas vraiment de conséquences ce pouvoir. Et même on pourrait dire qu'il l'aide jusqu'au bout de sa vie. Parce que les deux fins au Mexique, eh bien on voit le personnage du frère complètement en train d'utiliser ses pouvoirs justement pour défendre soit lui-même quand il y va tout seul, soit sa famille. Et du coup ça en fait une scène assez ouais, bah il n'y a pas d'enjeu, ils n'ont pas de retour sur les dégâts qu'ils ont fait. Mais là on va attaquer un sujet très épineux, c'est que je trouve que le jeu n'est pas subtil du tout concernant certains messages sociaux et certaines modes qu'il veut amener. On va commencer par celui qui est le moins grave. C'est le moment où vous êtes avec votre frère et votre mère au Grand Canyon alors qu'il fait nuit et vous faites monter des lanternes dans le ciel. C'est un manque total d'inspiration. C'est ce genre de scène qu'on invente, qu'on amène comme ça et qui n'ont pas vraiment de sens. Quand je dis de sens, c'est juste que c'est amené comme ça gratuitement et notamment parce que les lanternes en ce moment, pour les mariages, pour les événements, pour ceci, pour cela, et ben c'est à la mode, on en emmène, etc. S'ils m'avaient mis du fumigène, ça aurait été encore pire. Bref, c'est pas grave en soi, ça ne gêne pas du tout le visionnage de ce jeu, mais c'est juste que je me suis dit, mais le jeu, pourquoi tu me proposes ça? Pourquoi tu n'as pas d'inspiration? Pourquoi tu n'as pas d'idée dans ce que tu veux proposer? Le deuxième sujet un petit peu épineux, c'est le côté racisme envers les Mexicains, qui est plutôt bien amené au début, mais qu'on nous rabâche un petit peu de temps en temps, et du coup c'est pas forcément exceptionnel, et notamment à la fin, où il y a les fameux personnages, oh là là, vous les Mexicains, vous êtes toujours là pour faire des conneries, pour traverser la frontière, machin, etc. Alors c'est peut-être une critique de Trump aussi dans l'histoire, mais je trouve que c'est amené d'une manière absolument pas subtile. Et notamment là où je pourrais plus facilement l'expliquer, même si le sujet est niveau épineux, je crois qu'on est plus haut que le plafond, c'est le sujet de l'homosexualité. Ouh, je me tire une balle dans le pied à force de parler d'un sujet pareil, mais on va quand même essayer d'argumenter pourquoi je trouve que c'est très mal amené dans Life is Strange. L'homosexualité dans les médias aujourd'hui, oui, il y en a et c'est très bien, on en voit dans plein de séries, notamment sur Netflix. Alors certains disent c'est des quotas, c'est vrai que parfois c'est amené d'une manière un petit peu c'est des quotas, mais quelque part c'est pas trop gênant quand c'est juste une histoire de allez, on veut représenter un peu tout le monde. Moi là où ça me gêne, c'est quand c'est amené d'une manière pas du tout subtile à dire t'as vu, il y a des gays dans mon histoire. Oh là là, c'est difficile d'être gay dans notre monde. Oh là là. Je le dis comme ça, mais en réalité, c'est un peu amené comme ça dans le jeu. Pas tant au moment dans l'épisode 3 où un des personnages propose de vous embrasser. Vous pouvez accepter ou non si vous avez envie de créer une romance homosexuelle. Parce que le jeu, là, voilà, il a une proposition de romance sexuelle et c'est très bien. Parce que du coup, il vous propose soit avec le mec, soit avec la fille de faire quelque chose. Et c'est très cool. Mais par contre, là où j'ai trouvé ça pas du tout subtil, c'est avec le couple homosexuel dans le désert. Quand vous allez leur parler, le dialogue consiste à dire « Ouais, on est parti de notre vie d'avant parce que c'est trop compliqué d'être gay aux États-Unis. Oh là là, on porte fièrement les couleurs des gays, machin, etc. » Enfin, il y a une manière d'amener ça en mode « Vous avez vu comme c'est difficile d'être gay dans notre société ?» Ce que j'aime pas, c'est que pour moi, pour parler d'un sujet, il faut que ça soit amené d'une manière subtile, belle ou peut-être même juste intéressante, etc. Là, on nous met vraiment en plein visage « Oh là là, la condition des homosexuels, c'est difficile. » Mais même, voilà, je vous parlais des Mexicains, c'est le même principe, c'est amené d'une manière beaucoup trop facile, trop rapide, etc. Alors évidemment, je vais sûrement me prendre des petites critiques en disant « Oui, mais toi, t'es dans ta position d'homme blanc privilégié, donc tu t'en fous. » Ouais, mais
c'est pas ça qui me dérange. Je vois plein de trucs homosexuels sur plein d'œuvres différentes, mais ça me gêne pas. Ce que j'aime pas, c'est qu'on mette en pleine gueule des phrases en mode « Oh là là, c'est compliqué, oh là là, t'as vu, il y a des gays dans notre histoire, c'est incroyable, non ?» Bref, en fait, moi je vois là une manière de dire « Regarde, on a mis des quotas, regarde, on parle de vous, les homosexuels ». Je trouve que c'est pas subtil, je trouve que c'est pas bien amené. On est sur un niveau Nolan de l'explication. Oui, ça fait 2 fois que je parle de Nolan, mais c'est quelque chose qui est souvent retranscrit. Bref, Life is Strange 2 pour moi n'est pas totalement à jeter, il est très intéressant, il y a quand même une histoire qui est très cool. Malheureusement, il m'a beaucoup moins touché parce que ses personnages me parlent beaucoup moins, et aussi parce que sa mise en scène est beaucoup plus plate, n'apporte pas de grosses scènes très très cool comme l'a fait Life is Strange 1 ou même Life is Strange Before the Storm. Voilà, j'ai parlé d'à peu près tout ce que je pensais de Life is Strange. J'espère que ça vous a plu cette approche autour de Life is Strange, parce que je trouve que c'est important de parler de ces jeux qui sont au final qui ont une grosse frontière avec le cinéma, qui apportent quelque chose de très cinématographique dans leur approche, que ce soit par la motion capture, que ce soit par la mise en scène, le choix des plans, qui mine de rien est très fort, le montage, la musique qui mine de rien est très très forte dans Life is Strange, je me réécoute les albums en boucle. Bref, pour moi Life is Strange c'est des jeux qui ont été importants dans ma construction, dans ce qui me plaît, que ce soit dans les jeux vidéo ou dans le cinéma. Et c'est ce pourquoi je voulais vous en parler, c'est ce pourquoi je voulais vous expliquer ce qui me plaisait ou pas dans les jeux Life is Strange. Et du coup, je suis assez content de ce que j'ai expliqué. Et même si j'ai dit des choses qui pouvaient être irritables pour vous, eh bien, sachez que je suis content malgré tout qu'il y ait toutes ces choses dans Life is Strange, parce que ça montre plusieurs aspects de notre société. Les bons comme les mauvais aspects de notre société, et c'est ce qui rend ces jeux aussi très forts. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker ou à commenter ce que vous pensez des jeux Life is Strange, ou même à m'insulter très très fort parce que j'ai dit du mal des Mexicains ou des homosexuels, etc. alors que je n'en ai absolument pas dit du mal. Mais bon, si vous n'avez pas écouté mon argumentaire jusqu'au bout, eh bien, merde à vous. Donc comme je le disais, abonnez-vous pour ne pas rater les autres vidéos qui parlent de cinéma, de jeux de société ou de japonais. Et d'ici là, moi, tout ce que j'ai à vous dire, c'est salut!